si ça fonctionne. Alors bonjour à tous, je tiens tout d'abord à remercier Martial de nous avoir conviés dans cet échange que l'on continue de quelques travaux entre les juristes et l'économiste et l'actuaire. Un grand merci donc de ton invitation à poursuivre ce débat. Nous allons revenir très clairement à une approche beaucoup plus macro des problématiques, une approche macro-juridico-économique. Je suis un petit peu déçu par l'absence de produits bio lors de la pause café. On aura peut-être une seconde chance lors du déjeuner au sein du ministère de l'Agriculture, en tout cas. Bon. Alors, le modèle économique actuel, il a montré ses limites, ses effets néfastes sur l'environnement et nos sociétés. Vous le savez, l'objectif de transition écologique, c'est de permettre un développement durable et soutenable. Ça correspond à un processus de transformation structurelle fondamentale de long terme de notre modèle de société. J'organisais hier un colloque sur la finance durable à Angers avec une responsable Europe de BlackRock. On avait le même genre de discussion. Tous les secteurs économiques sont concernés. La finance, bien sûr, mais notamment aussi le secteur agricole. Encore majoritairement industriel, eh bien, l'agriculture elle a un fort impact écologique, causant 24% selon les dernières évaluations des émissions à gaz à effet de serre dans le monde et 80% de la déforestation. Elle entraîne également une forte pollution de l'eau, comme en témoigne tristement la catastrophe écologique des algues vertes en Bretagne, et le breton que je suis en témoigne également. Alors ces nuisances environnementales et sanitaires liées à l'agriculture industrielle et intensive se multiplient. Encore dernièrement, vous lisez la presse, présence de nitrites dans des aliments provenant de Bretagne, des pesticides dans l'eau en Loire-Atlantique, à un moment où le lobby des pesticides a de nouveau été épinglé pour des manquements déontologiques en l'espèce. Et les agriculteurs en sont les premières victimes. Notamment du fait de ces recours aux pesticides dont la dangerosité n'est plus sérieusement contestable ni contestée. En témoigne d'ailleurs la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui a été créé dans une loi fourre-tout, la loi de sécurité sociale pour 2020. Alors, son rôle, c'est de garantir la réparation forfaitaire, j'insiste, forfaitaire des dommages subis par l'ensemble des personnes dont la maladie est liée à une exposition professionnelle, deuxième limite, aux pesticides, troisième limite. Le gouvernement a établi les règles de fonctionnement, son organisation, les modalités d'indemnisation. Mais vous voyez, il y a trois limites. Ce sont que les maladies professionnelles. On exclut toutes les victimes indirectes, les consommateurs, etc., c'est-à-dire la grande masse. Seulement les pesticides, mais il n'y a pas que les pesticides. Et troisièmement, forfaitaire, les spécialistes que nous sommes de droit de la responsabilité. Le principe d'indemnisation, droit de la responsabilité, c'est normalement la réparation intégrale. Donc on est en train de dupliquer le système à l'américaine. Bon. Le dernier rapport annuel du récent fonds relève déjà un doublement sur un an du nombre de demandes d'indemnisation pour maladie après l'exposition professionnelle aux pesticides. Les victimes sont donc principalement des travailleurs agricoles de plus de 50 ans, des secteurs de la polyculture et de l'élevage, la culture céréalière et des viticulteurs dans les régions d'Alsace, des Pays de Loire et de Bretagne essentiellement. Les maladies professionnelles indemnisables, essentiellement pour l'instant, 80% sont des pathologies de cancer de la prostate provoquées par les pesticides. Alors repenser notre modèle en vue d'une meilleure protection de l'environnement et plus largement de la santé humaine est dès lors une nécessité et une volonté des pouvoirs publics français. Le plan France Relance 2021 comprenait diverses mesures visant à permettre cette transition écologique de l'agriculture, notamment réduisant l'utilisation des produits phyto. Si le secteur agricole constitue l'un des principaux exemples des conséquences potentiellement dévastatrices de l'activité humaine sur le plan environnemental et sanitaire, eh bien, il est aussi l'un des plus touchés par le dérèglement climatique, sa rentabilité étant étroitement liée aux conditions météorologiques. La canicule de 2003 en est un exemple. Elle aurait entraîné la perte de 20 à 30% des récoltes en France et dans les pays voisins. Les pertes de récoltes liées aux sécheresses auraient été multipliées par 3 entre 1961 et 2018 en Union européenne. Et puis l'augmentation des épisodes de précipitations intenses, des chutes de grêle, etc. sont aussi la cause de pertes importantes.
Donc selon les chiffres de l'assureur Pacifica, eh bien, près d'un agriculteur sur deux a connu un sinistre climatique au cours des 3 dernières années. Certaines prévisions sont alarmistes. Donc le phénomène serait appelé à s'accentuer, ce sont des prévisions, mais encore dans les années à venir, selon le GIEC, 8% des terres agricoles actuelles deviendront climatiquement inadaptées d'ici 2100 et jusqu'à 30% selon le scénario le plus pessimiste. Tout ceci à prendre avec beaucoup de précautions. En tout cas, voilà. Depuis 1964, dès 1964, les pouvoirs publics ont mis en place ce dispositif de couverture publique des calamités agricoles. Un désengagement progressif de l'État a cependant contribué à restreindre son champ d'application, avec le développement des assurances agricoles privées subventionnées. Vous savez que les assureurs sont des jansénistes pascaliens, ils ont tendance à vouloir tout assurer dans un premier temps, et puis potentiellement quand arrivent les sinistres, c'est un peu plus compliqué derrière. Le droit des assurances a donc été mobilisé par l'État dans l'affrontement du défi climatique. L'assurance agricole, elle ne s'est pas développée spontanément, mais sous l'impulsion des pouvoirs publics et l'État ayant décidé donc de prendre en charge une partie de ces primes payées pour les agriculteurs. Alors une telle incitation à l'assurance, eh bien, elle s'est pourtant révélée très peu effective. Seulement 18% des surfaces agricoles totales étaient couvertes par une assurance, une MRC, à ce moment-là. Aucune réforme s'imposait. À nouveau, les pouvoirs publics se sont efforcés ces dernières années de développer des outils plus efficaces de gestion des risques climatiques pour l'agriculture, tant au niveau européen qu'en droit interne. Le ministère de l'Agriculture souligne avoir réformé ce dispositif de l'assurance agricole par la loi du 2 mars 2022, que vous connaissez pour certains, afin de faire face à la multiplication de ces aléas liés au changement climatique. L'objectif, c'est de mieux couvrir donc, les agriculteurs contre ces risques et par là même de préserver les exploitations et la souveraineté alimentaire en France. Donc, un nouveau régime dit universel d'indemnisation des pertes des récoltes résultant de ces aléas eh bien, a été mis en place. Il est applicable depuis un peu plus d'1 an, depuis le 1er janvier 2023. Il repose sur un partage du risque de l'État, entre l'État, les agriculteurs et les assureurs. On assiste dans plein d'autres domaines à un transfert de charges, de la solidarité à la mutualisation. Et tout ceci, c'est en vue d'accompagner efficacement le monde agricole face aux mutations actuelles. Alors, on en arrive au problème. S'il vise avant tout une meilleure prise en charge de l'indemnisation des agriculteurs en les incitant à souscrire un contrat d'assurance, ce système mis en place entend également contribuer en amont à la prévention des risques. Il est toutefois possible de s'interroger sur la pertinence des pratiques en la matière. Certaines mesures encouragées comme visant à réduire l'exposition aux aléas climatiques eh bien, ne pourraient-elles pas conduire en réalité à aggraver les dommages environnementaux ? Telle est l'hypothèse qui sera potentiellement vérifiée et après avoir analysé l'incitation voulue avec une meilleure gestion du risque climatique, sera questionnée l'incitation concrète au maintien des pratiques constituant ainsi un frein à la transition écologique du secteur agricole. Si vous préférez, premièrement, le mythe, deuxièmement, la réalité. Alors, donc, je commence d'abord par le mythe, pour reprendre les termes de Rodolphe. Donc, la volonté d'incitation à une meilleure gestion du risque climatique. Non, c'est le slide précédent. Pardon. Voilà. Donc effectivement, on l'a dit, les pouvoirs publics ont voulu inciter à l'assurance avec la réforme de 2022, donc applicable au 1er janvier 2023. Et donc on a une volonté de désengagement très clairement de l'État au profit de l'assurance privée, avec une stimulation de la couverture assurantielle par les pouvoirs publics, grâce au perfectionnement de techniques qui avaient déjà été antérieurement mises en place, des incitations qui peuvent être positives avec des subventions et des incitations également négatives avec cette fois des pertes d'indemnisation publique. Donc pour ce qui est des incitations positives, effectivement, la subvention est portée à 70% de la prime qui est demandée par l'assureur, donc une forte subvention pour inciter justement les agriculteurs à pouvoir s'assurer. Et incitation négative, c'est que si aucun contrat n'est souscrit, eh bien, il y aura une diminution de l'indemnité qui sera allouée au titre de la solidarité nationale. Donc bien sûr, s'il n'y a pas de souscription,
de contrat d'assurance, il n'y a donc pas d'indemnisation par un assureur et il y a en plus une diminution donc, de ce qui sera alloué au titre de la solidarité nationale. Donc ce nouveau régime dit universel d'indemnisation repose sur un dispositif à 3 étages selon la gravité du risque. L'idée c'est que les risques les moins élevés vont rester à la charge de l'agriculteur dans tous les cas, donc c'est un mécanisme de franchise. Les risques un peu plus élevés d'intensité moyenne pèsent sur l'assureur mais donc de manière facultative, seulement si un contrat d'assurance dont la souscription est donc ainsi incitée est souscrit. Et enfin, les risques les plus graves, catastrophiques, eux, reposent donc sur la solidarité nationale. Donc si l'assureur a positivement répondu aux incitations étatiques et qu'il a bien souscrit un contrat MRC, dans ce cas-là, l'État réglera une indemnité en complément de celle perçue par l'assureur. Et donc, mis à part la franchise, l'assuré bénéficiera alors d'une large couverture avec un mécanisme d'indemnisation qui jouera tout de même assez pleinement. Au contraire, si l'agriculteur a été réticent et n'a pas souscrit de contrat d'assurance agricole, dans ce cas-là, il garde à sa charge, bien entendu, la franchise, mais aussi toute la part qui normalement repose sur l'assureur, puisqu'il n'a pas de contrat d'assurance. Et en plus, la part relevant de la solidarité nationale ne donne pas lieu à une complète indemnisation. On a une indemnité réduite par l'État, selon un taux de 50% maximum. Donc cette réforme de 2022, très clairement, elle a une visée incitative pour que les agriculteurs prennent conscience de leur pouvoir d'action. Et donc le but, c'est un choc assurantiel avec une prise en compte de la capacité de résilience individuelle des agriculteurs. Alors, on l'a dit, plus avant, le législateur cherche également à agir en amont dans la prévention pour mettre en place des mécanismes d'adaptation afin donc de rendre les exploitations agricoles plus résilientes. Et donc la loi du 2 mars 2022 prévoit que le cahier des charges que les assureurs doivent respecter va fixer des mesures et pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques. Mesures qui pourront être prises en compte par les assureurs dans le calcul de la prime. Donc l'idée, c'est si vous mettez en place des mesures de prévention, votre prime d'assurance sera réduite puisque vous avez donc participé à diminuer le risque. Alors, on peut toutefois se demander si ces différentes mesures mises en place ne présentent pas des risques d'atteinte à l'environnement et donc si cette incitation des agriculteurs à les mettre en œuvre ne constitue pas un frein regrettable à la transition écologique. Alors, en effet, on se rend compte tout d'abord en assurance agricole qu'il est présupposé que les produits phytosanitaires contribuent à réduire les risques de production, ce qui résulte d'un modèle économique d'après-guerre qui a été développé au soutien de l'agriculture industrielle et intensive et qui semble encore utilisé aujourd'hui pour la sélection des risques par les assureurs qui n'ont donc pas encore pleinement intégré la transition écologique. Alors pourtant, la réduction du risque à court terme, qui est indéniable, entre en contradiction avec la création potentielle de risques à long terme présentés par l'usage de tels produits pour l'assurer, la collectivité, pour l'environnement et la santé humaine plus largement. Dans ce cadre, l'agriculteur qui accepterait de mettre en péril sa propre récolte assurée afin de réduire ou de prévenir un risque qu'il juge plus grand, pourrait-il en subir les conséquences sur le plan assurantiel? Serait-il possible pour une assurance de modifier le prix de souscription ou d'appliquer une indemnisation différente en cas de survenance d'un événement garanti du fait de la décision de l'assuré de ne pas mettre en œuvre le traitement qui aurait pu pourtant réduire les dommages sur sa récolte. Donc le cas d'école, c'est celui bien sûr du producteur en agriculture biologique. Dans ce cas-là, le régime d'assurance agricole ne contribuerait-il pas à pérenniser le risque actuel, voire même à augmenter un risque futur ? Lorsqu'on examine les contrats d'assurance agricole qui sont proposés sur le marché, on peut s'interroger sur les mesures de prévention que les agriculteurs sont incités à mettre en place pour lutter contre les risques climatiques. Le système de protection le plus évident contre la sécheresse, c'est bien entendu la mise en place d'un système d'irrigation. Et notamment, quand on regarde les conditions générales du contrat d'assurance récolte du Crédit Agricole, elle précise, je cite, « Une culture est considérée protégée contre la sécheresse si elle est irriguée grâce à l'eau d'une retenue collinaire ou par un système de micro-aspersion », ce qui permet donc une diminution des primes. Alors effectivement, c'est évident, cette eau va réduire le stress hydrique des plantes, va protéger la récolte et l'assureur espère donc logiquement que le risque est diminué, d'où la réduction de la prime.
Toutefois, on en parle beaucoup en ce moment dans les médias. Donc, la création de ces bassines visant donc à irriguer les cultures est contestée par les associations de défense de l'environnement qui soulignent qu'il serait plus important de laisser les pluies recharger les nappes phréatiques plutôt que de les stocker en surface. Et ces retenues seraient dangereuses pour le maintien de la biodiversité, entraîneraient la prolifération d'espèces invasives et ce ne serait donc qu'une solution à très court terme. Donc, on peut s'interroger sur la pertinence d'inciter ainsi les agriculteurs à les mettre en place. De même, pour les dispositifs de lutte contre la grêle, alors certes, si on regarde toujours les conditions générales du contrat du Crédit Agricole, elles n'envisagent que l'installation de filets para-grêle qui sont efficaces et indolores pour l'environnement. Mais d'autres pratiques se développent, notamment dans le domaine de la viticulture, où l'ensemencement des nuages est désormais courant, ce qui consiste à introduire des particules comme l'iodure d'argent dans les nuages pour accélérer le processus de pluie, avant la transformation de l'eau en grêle. Certains mettent là aussi en garde contre le risque de contamination des sols qui pourrait en résulter, et on peut s'interroger sur la mise en place de telles mesures de géo-ingénierie. Doivent-elles être encouragées par les assureurs ? Donc, ces deux exemples permettent de mettre en exergue le fait que la prévention d'un risque à court terme peut s'opposer à la réduction de ce même risque à long terme et que la prévention efficace d'un risque peut être la cause d'une aggravation de risques plus importants. Ne serait-il pas plus pertinent que le droit des assurances encourage une transition écologique profonde du secteur agricole en pensant les outils de lutte contre le risque climatique sur le long terme ? Ceci s'inscrirait dans la prise en compte croissante des atteintes environnementales en droit français, notamment avec la reconnaissance du préjudice écologique pur, la consécration du principe de précaution, et il nous semble qu'une volonté de prévention individuelle à court terme ne saurait écarter ces considérations. Je passe la parole à Martial pour terminer. Merci. Donc en fait, on voit que l'État reconnaît les deux risques, risques climatiques, risques environnementaux. Il propose des choses pour les deux. Maintenant, on va essayer de voir si les deux sont en cohérence sur quelques exemples. Alors le premier, c'est que l'agriculteur, lui, met en phase ou met en œuvre un effort pour réduire le risque climatique. Donc, si l'assureur dit vous faites un effort pour réduire le risque climatique, alors je réduis ma prime. C'est non seulement une incitation à la protection, mais aussi c'est une incitation à l'assurance. Par contre, si cet effort n'est pas conforme aux objectifs agro-environnementaux, alors il incite à une réduction du risque climatique, mais il s'oppose au deuxième objectif affiché par l'État, qui est de décourager ou d'inciter à la transition agroécologique. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'assureur doit reconnaître les efforts sur le climat pour encourager l'assurance et répondre à ce premier objectif, mais uniquement si cet effort est compatible avec les objectifs agroécologiques. Sinon, il s'oppose au moins à un des deux objectifs. Mais la question la plus fréquente, c'est le renoncement à un effort. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est-à-dire que l'agriculteur a l'habitude, par exemple, de faire un effort, un produit phytosanitaire. Mais pour une raison agroécologique, il le refuse. Que peut penser alors l'assureur ? En fait, il renonce à un effort commun pour protéger ses plantes. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu encore ce matin, certains considèrent les produits phytosanitaires comme une assurance. J'investis dans un produit phytosanitaire et ça me protège contre un risque. Mais que se passe-t-il alors ? Si l'assureur considère que, dans ce cas, il change de comportement par rapport au fait qu'il n'avait pas d'assurance, ça s'appelle du hasard moral. Je ne suis pas assuré, j'ai des pratiques qui me protègent, je suis assuré et je profite pour changer de comportement. Donc, dans ce cas, on comprend que s'il refuse l'assurance, ce qu'il est en droit de faire dans le sens... il y a du hasard moral, il a changé de comportement par rapport au risque de sa culture, alors le refus d'assurer quelqu'un qui aurait une pratique agroécologique licite, on l'entend, l'assureur s'oppose à l'objectif de transition agroécologique, ou moins décourage un effort en faveur de la transition agroécologique. Donc on observe que si l'assurance veut répondre à ces deux objectifs, il doit non seulement inciter
par une réduction de prime ceux qui font un effort climatique, seulement si cet effort est compatible avec les objectifs agroécologiques, et s'il renonce à un effort, ne pas le sanctionner, un effort du style agroécologique, s'il renonce à un effort pour des raisons agroécologiques, ne pas le sanctionner s'il y a des pertes supplémentaires. Donc, comment, du coup, on voit bien que c'est une difficile conciliation et que cela nécessite une clarification du cahier des charges. Parce que le cahier des charges est très neutre et se concentre uniquement sur l'aspect climatique. Et puis, il y a un deuxième aspect. On se souvient, tout à l'heure, on a parlé de « j'ai un sinistre, est-il sanitaire ou est-il climatique ?» Difficile différence. Mais c'est vrai que c'est un problème. Bon, un jour, on finit par trancher, hein, même si le problème est mal résolu. Hein, on finit par dire c'est temps pour temps, temps pour l'un. Donc, on y arrive bien ou mal, mais on aura toujours une distinction qu'on fera pour des raisons pragmatiques. La question, c'est quelles sont les causes aussi d'un aléa sanitaire ? Si on regarde bien, en vigne, quand est-ce que nous avons des champignons ? C'est quand c'est humide. Bon, la relation est vite faite, elle n'est pas complètement vraie, mais c'est bien dans des périodes d'excès d'eau que viennent les problèmes fongiques. En betterave, nous avons travaillé sur le sujet avant également. Que se passe-t-il ? Il faut des pucerons. Les pucerons se développent et viennent plus tôt dans les parcelles et donc contaminent plus les parcelles quand l'hiver est doux. Donc, mon problème sanitaire, ma perte de jaunisse, c'est un problème climatique ou un problème sanitaire ? Et jusque-là, on parle seulement, d'in fine, pour l'assureur. Donc l'assureur, on comprend donc que pour l'agriculteur, dire « j'assure le climatique mais pas le sanitaire », en cas de transition agroécologique, cette question devient encore plus complexe. Elle devient encore plus difficile à résoudre et on n'imagine pas, l'agriculteur aura du mal à accepter qu'on n'assure pas l'ensemble parce que les deux sont très liés et il le sait. Alors ça nous amène du coup à un besoin de clarification où on observe qu'en lisant les textes réglementaires et le cahier des charges, il y a un besoin de clarification. Un, sur le cahier des charges pour dire qu'est-ce qu'on prend en compte et finalement l'obligation, et parce qu'aujourd'hui on a le droit de prendre en compte un effort en faveur du climat. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin en demandant l'obligation de prise en compte d'un effort pour réduire les risques climatiques, mais dans la seule condition que ce risque climatique, enfin cet effort, soit conforme à l'objectif étatique affiché de la transition agroécologique. Donc cela permettrait de rendre ces deux objectifs cohérents à travers le financement de l'assurance. Parce qu'on n'imagine pas l'État financer l'assurance pour aller contre un de ces objectifs, d'un deuxième objectif prioritaire pour lui. Ensuite, il faut savoir ce que c'est une mesure agroécologique. Tout à l'heure, on a évoqué les bassines. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que cette bassine est un désastre agroclimatique ? On se rend compte que les avis divergent et que le problème est bien plus complexe qu'on imagine. Donc, on ne peut pas aller plus loin si l'État ne va pas plus loin dans la définition de ce qu'est un objectif, ou qu'est-ce que lui entend précisément sur ce qu'est une mesure agroclimatique favorable qui répond à ce besoin de transition. Et du coup, jusqu'à quand on pourra du coup différencier ou avoir un traitement si différent entre les risques sanitaires et les risques climatiques ? On voit que la distinction est difficile à l'expertise, on l'a déjà dit, mais ça va bien plus loin. Si on passe à des mesures ou des nouvelles pratiques qui sont plus agroécologiques, la distinction entre la cause première climatique et sanitaire va être plus floue encore. Donc s'il n'y a pas de clarification ou d'ouverture vers au moins certains problèmes sanitaires qui sont très liés au climat, on va arriver à une rupture ou une incompréhension du contrat de l'assurance et de son intérêt, ce qui viendrait désinciter, bien sûr, à l'assurance climatique. Si l'essentiel de mon risque est sanitaire et plus climatique, alors que c'est des raisons climatiques qui amènent à aggraver ce risque sanitaire, quel intérêt il me reste à m'assurer ? Donc voilà, l'idée, ce n'est pas
L'idée ici, c'est simplement, on lit ce que propose l'État, ses objectifs, les lois qu'il a proposées, et juste indiquer les contradictions qui apparaissent à ce jour. Et donc, voilà. Merci à Rodolphe et Amandine d'avoir assisté, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais cette question, et ils m'ont aidé à la structurer et à la fonder. Merci à vous deux. Merci. Vous avez gagné du temps, bravo. Du coup, on a la place à une ou deux petites questions avant d'enchaîner ensuite avec Cécile qui sera en visio. Je ne sais pas si elle est... Oui, elle est là, c'est bon. Merci. Je m'interroge sur les réflexions qu'il y a eu, il me semble, aux États-Unis sur l'assurance chiffre d'affaires qui se basait sur le fait que rendement et prix sont aussi corrélés. Est-ce que finalement, on n'est pas un peu dans la même histoire ici quand on dit risque sanitaire et risque climatique sont corrélés, donc il faut réfléchir à des produits qui finalement permettent de s'extraire de cette question-là. Tout comme l'assurance chiffre d'affaires permet aussi de s'extraire de la question est-ce que est-ce que c'est le rendement ou le prix? Est-ce que je me trompe en faisant le parallèle entre les deux? Je peux commencer rapidement et te donner la parole, Martial. Alors, toute la problématique, on n'est pas rentré dans la technique contractuelle du contrat d'assurance, qui est déjà un droit spécial, un droit sectoriel, qui repose en partie sur le droit commun du Code civil, mais aussi sur les droits spéciaux. Tout tient dans une partie, effectivement, l'objet de la garantie, qui parfois se voit corréler des conditions de la garantie qui relèvent d'un régime juridique et auquel, donc quand vous regardez vos contrats d'assurance, normalement, de manière plus apparente, très apparente, se sont stipulées des exclusions de garantie. Donc là, les assureurs déjà peuvent jouer énormément par rapport à ce que disait Martial, la véritable définition légale, eh bien, s'il n'y en a pas, moduler ces différents critères entre des conditions et des exclusions sur celles que vous exposez, hein, par exemple, mais ça peut être tout un tas d'autres éléments. Donc il y a déjà ces premiers problèmes contractuels. Il y a la phase avant le contrat d'assurance, ce que Martial a évoqué, la sélection du risque. Et là, vous allez remplir un questionnaire de votre risque. Et pour sortir mais les fonctionnements sont les mêmes pour pas rester sur le secteur agricole. La loi a autorisé l'année dernière la mise en place du cyber-risque. Et j'ai vu dernièrement de grands assureurs, des contrats où les entreprises qui veulent s'assurer contre le cyber ou les conséquences du cyber, eh bien, ont un questionnaire de déclaration des risques sur 7, 8, 9 pages, 15 questions par page. Et si vous cochez un moment dans la mauvaise case, bim, vous sortez. Et ça, c'est pour chaque filiale, chaque entité, etc. Vous allez retrouver les mêmes méthodes de raisonnement en fonction de tout un tas de critères. Et si ces critères ne sont pas bien cadrés par le régime législatif ou réglementaire, eh bien, vous vous retrouvez au pouvoir discrétionnaire de l'assureur, puisque pour la plupart des petits exploitants agricoles, pas les gros, on est dans du contrat d'adhésion, même si vous êtes des professionnels, tel que le Code de la consommation le prévoit, l'article liminaire. Donc vous allez être soumis à un pouvoir discrétionnaire de la partie forte. Moi j'aime bien aussi la question. En fait, là c'est l'aspect juridique qui est un frein, mais en fait simplement l'assureur, l'assuré là il n'est pas assureur. Donc de mon point de vue, c'est toujours aux professionnels de prendre la complexité. Donc si on fait simple, on fait mieux. Enfin, on a une meilleure adhésion. Donc, si on est capable de dire on vous prend votre rendement, ça sera toujours plus efficace ou plus incitatif que de dire je prends ça, mais pas ça. Mais vous le faites vous-même quand vous prenez une assurance quelconque. Rodolphe l'a bien dit, quand il y a trop d'exclusions, vous excluez vous-même et vous cherchez une autre solution. Donc, c'est vrai que c'est deux risques qui sont de nature différente, mais si on fait quelque chose de plus simple pour l'agriculteur, on est dans l'incitation et donc dans la réponse à ces deux objectifs qu'il s'est lui-même fixés. Baptiste Dubois. Oui, mais merci. Oui, j'en profite. Moi, j'ai plutôt deux remarques. La première, c'est que je pense que sur votre première partie, notamment sur le contexte et ce qu'engendre la réforme de 2022-2023, je pense qu'il y a une erreur de diagnostic pour moi sur les causes qui ont amené cette réforme. Vous traduisez cette réforme comme un désengagement de l'État
sur l'intervention, sur son intervention sur les risques notamment climatiques. En fait, il faut savoir qu'avant la réforme, c'était seul l'assureur et l'agriculteur qui portaient le risque, puisqu'il ne faut pas oublier que depuis plus de 15 ans maintenant, les vignes, l'agriculture sont sortis du régime des calamités agricoles. Donc, avant cette réforme-là, l'État était complètement désengagé sur ces cultures-là. Maintenant, il ne l'est moins, et il est même aujourd'hui plus engagé qu'il ne l'était à l'époque du fonctionnement des calamités agricoles. Donc, c'est plutôt un signe d'un retour de l'État sur ces aléas-là qui sont généralement systémiques. On parle des sécheresses ou autres qui touchent non pas un individu de manière indépendante et localisée, mais un ensemble d'individus et qui sont donc difficilement assurables. Du coup, pour moi, c'est l'inverse de ce diagnostic-là. On est plutôt sur une remise de l'État dans le circuit, et pour la simple et bonne raison aussi que du coup... alors, je ne vais pas revenir sur votre commentaire sur l'assureur qui indemnise pas, mais sur la mutation climatique, hein, on a quand même sur les 15 dernières années, chaque assureur a payé en moyenne 106 € quand il a touché 100 € de cotisation. Donc on était sur un système assurantiel qui était, on peut dire, à bout de souffle et qui avait de fait besoin d'une grande révolution, entre guillemets, pour pouvoir continuer à être proposé. Donc voilà, je voulais revenir sur cette partie-là parce que du coup, pour moi, c'est l'inverse. Et après, je me permets juste un dernier petit point sur la prévention. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait d'inciter, entre guillemets, la bonne prévention. Moi, je vous rejoins complètement. Et il faut que le cahier des charges, et donc, qui est à la main des pouvoirs publics aujourd'hui, hein, et pas des assureurs, faut bien l'avoir en tête, soit plus précis et incite effectivement à des moyens de prévention qui soient gagnants sur l'ensemble des volets. Et ensuite, une fois, nous, ce que demande l'assureur quelque part, c'est simplement d'avoir des informations, des données. Si demain on dit que mettre en place telle ou telle pratique permet de juguler le risque climatique et qu'en même temps c'est une mesure positive pour la transition, il n'y a pas un assureur qui n'en tiendra pas compte en disant bah, ça réduit la prime de tant de pourcents. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, identifier ces mesures-là et en connaître l'impact sur le rendement, aujourd'hui, on n'a pas encore ces informations-là suffisamment. On prend l'irrigation parce que c'est un exemple extrêmement simple. Je mets de l'eau, j'ai moins de sécheresse, bah oui. Après, la méthode d'irrigation, c'est pas non plus à l'assureur de déterminer finalement si elle est socialement acceptable. Mais si on a demain d'autres mesures de prévention qui sont efficaces, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'elles ne soient pas prises en compte dans leur pleine mesure par les contrats d'assurance. Voilà. Et sur le bio, on assure du bio aussi, d'ailleurs, je tiens à le préciser. On a plus de bio dans notre portefeuille en proportion d'ailleurs que de bio dans la ferme France. Donc j'ai pas non plus très bien compris le lien entre les phytos et l'assurance climatique, puisque aujourd'hui les producteurs bio ont des assurances climatiques aussi. Donc il n'y a pas de lien entre je mets des produits phytosanitaires et j'accède à une offre d'assurance multi-assurance climatique. Ouais, désolé, c'était long, Okay. mais j'avais plusieurs points à passer. Une dernière question de Jean Cordier, et puis après on va passer à l'intervention suivante. D'abord, je voudrais rappeler que avant l'assurance, enfin, les apports publics ex post sont plus importants que les aides aux instruments ex ante, assurance. On est à 600 millions officiellement pour les assurances, on est à 2-3 milliards, donc tous les grands événements climatiques qui se passent, l'État intervient ex post, beaucoup plus qu'ex ante. Donc l'argent, il est mis. J'étais intéressé par l'idée, enfin je partage l'idée que les mesures doivent être à la fois agroécologiques, avec une augmentation du risque tant qu'on n'a pas les solutions. Donc la prime augmente, donc il faut plus d'argent sur l'assurance, pour financer l'assurance. Or l'argent, il existe. On regarde les aides à l'agriculture, c'est 9 milliards, c'est 7 milliards de plus d'aides indirectes du budget national. Le sujet du risque, c'est le sujet majeur de l'agriculture, comme ça a été, enfin, de l'alimentation, de la qualité de l'alimentation. C'est un sujet majeur et on intervient par tout petit bout, par d'une PAC qui ne correspond pas à cette attente. Donc, ce qui est évoqué, la difficulté qui est évoquée, c'est une révolution qu'il faudrait mettre en œuvre pour y répondre. Et pas des simples ajustements. Très bien, merci. Je vous propose qu'on passe à l'intervention suivante de Cécile Aubert, et puis après on reviendra sur une nouvelle session de questions-réponses. Voilà.